Rise in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette émission. Je suis très content de renouer le dialogue aujourd'hui avec Arnaud Vivian. Je vous rappelle, Arnaud Vivian est journaliste et il était venu il y a quelques mois de cela très gentiment nous parler de Serge Daney dans le cadre d'un week-end spécial Serge Daney, et donc on avait discuté pendant une petite heure là-dessus, et c'était, autour de Serge Daney, et c'était assez intéressant. Et là, récemment, il y a quelques jours de cela, sort son nouveau livre. C'est une espèce d'essai, c'est un essai autour de quelque chose qui, moi, me parle depuis très très longtemps, depuis toujours d'ailleurs, qui s'appelle La Critique, et ça s'appelle donc Cantique de la Critique. C'est édité chez La Fabrique, et j'ouvre une petite parenthèse pour remercier bien évidemment La Fabrique, sans qui cette émission n'aurait pas lieu. Alors, déjà, il faut quand même dire une chose, c'est que ce livre parle à 95-96% de la critique littéraire. Et Microciné est une revue de cinéma, certes, mais en même temps, c'est une revue de critique, même s'il n'y a que des dialogues. Je pense que c'est aussi de la critique. Et donc, ce qui m'intéressait, c'était donc de lire ce livre et surtout de dialoguer avec vous, Arnaud Vivian, sur ça, sur la critique littéraire, sur la notion de critique, sur pas mal de choses, mais aussi sur les dérives peut-être de la critique, et aussi sur des questions que nous, critiques, peut-être nous subissons ou traversons au quotidien. Donc, avant de commencer, juste savoir comment vous allez. Je vais très bien, je vous remercie. Le livre sort, donc voilà, c'est toujours un moment important et intéressant. Moi, ça fait longtemps que je n'avais pas publié le livre. À dire vrai, ce livre est une commande. Il y a 2 ans, très exactement, le 7 juillet 2019, je recevais un coup de téléphone de Éric Hazan, qui dirige, qui est le fondateur, le directeur des éditions de La Fabrique, et que je ne connaissais pas personnellement, mais qui pour moi est une espèce de mythe, entre les livres sur Paris que Éric Hazan a pu écrire, mais pas seulement, aussi sur la Révolution française, et puis ces éditions comment dire, dont je me sens proche politiquement, parce qu'il y a une vraie couleur politique à La Fabrique. Tout ça faisait que lorsque Éric Hazan m'a appelé en me disant « j'ai une idée pour vous », encore une fois, on ne s'était jamais rencontrés, j'avais le cœur qui battait et je me disais « qu'est-ce qu'il va me proposer finalement ?» On s'est vu très rapidement et il m'a dit un essai sur la critique littéraire. Je n'ai pas bondi de joie, pour tout vous dire, et je n'ai pas dit oui immédiatement, pour une raison, c'est que mon dernier livre, qui s'appelait La vie critique, était un roman, une autofiction où je me mettais en scène en tant que critique littéraire, notamment Au masque et la plume, où je racontais, c'était vraiment une autofiction, il y avait du vrai et du faux, mais c'était quand même une manière de raconter ce métier très particulier qui est critique littéraire, journalistique. Et pour cette raison-là, je n'avais pas très envie de revenir au sujet. Et d'autre part, pour être tout à fait franc, j'avais plus ou moins décidé d'arrêter d'écrire, en tout cas de publier, parce qu'on n'arrête jamais d'écrire. J'ai écrit énormément d'articles, je m'occupais d'une revue, Charles, etc. Mais d'arrêter de publier des ouvrages, en tout cas, parce que on pâtit finalement de sa fonction de critique littéraire et que les petits camarades ont tendance à mal vous traiter dans la mesure où vous êtes un des leurs. Et donc, je me suis dit, le jour où tu republieras, tu ne seras plus critique parce que les deux sont assez incompatibles. Et puis, j'ai finalement accepté, évidemment, puisque le livre existe, mais pour 2 raisons. La première, c'est que je me suis souvenu d'une phrase de Paul Valéry. C'est un auteur que je fréquentais pas beaucoup, mais cette phrase, je la connais depuis longtemps. Depuis, vraiment, je parle beaucoup quand même de Paul Valéry dans ses ouvrages. Et c'est une phrase de Paul Valéry que j'aime beaucoup qui dit « Mes plus beaux poèmes, je les ai écrits sur commande ». Et donc là, si vous voulez, évidemment, c'est le mot poème et commande qui ne semblent pas aller ensemble. On est très loin de l'inspiration romantique liée à la poésie. Et
Et donc, je me suis dit que j'aimais les commandes. J'en avais déjà accepté une au début des années 2000, où justement on me demandait d'écrire mon journal de l'an 2000, qui avait été un exercice que j'avais beaucoup aimé. Et donc, ça m'a donné envie. Et puis, comment dire, ça m'a intéressé parce que je n'avais jamais réellement, et je commence d'ailleurs mon livre en disant ça, c'est-à-dire que je faisais de la critique un peu comme Monsieur Jourdain fait de la prose, sans savoir qu'il en fait, enfin, du moins sans avoir réfléchi très exactement à ce qu'il faisait. Et donc, ça m'a intéressé. C'était très compliqué. J'ai passé un an à lire de la critique littéraire. Et à partir de ce moment-là, et puis en fait, je me suis dit aussi que ça faisait 15 ans qu'un éditeur ne m'avait rien commandé et que quand même, c'est ce qu'il y a de mieux finalement de faire des livres sur commande, je crois. C'est-à-dire que vous répondez à un désir, celui de l'éditeur. Là, il n'y a pas de souci. Et donc voilà, donc j'ai beaucoup lu, non pas sur la critique littéraire, d'une part. Il y a quelques ouvrages fondamentaux sur la question, mais aussi j'ai beaucoup lu de la critique littéraire. Et puis, ça m'intéressait de faire le point sur ce métier, si c'en est un, c'est aussi une discussion, sur ce métier dans ce moment très précis, 2020-2021, que nous traversons, puisque évidemment, Internet, depuis 20 ans, a considérablement changé la donne dans la presse, mais aussi dans l'expression critique. Pardon. Ils ont pris. Donc, voilà, pour toutes ces raisons, j'ai accepté de faire ce livre que j'ai. Alors, si vous voulez, ma femme, j'adore parler de ma femme comme Colombo dans ses. Dans les feuilletons, ma femme me disait surtout ne fais pas un que sais-je sur la critique littéraire. Et donc cette idée-là m'a constamment porté dans l'écriture dans ce livre. Donc je n'ai absolument pas fait un que sais-je sur la critique littéraire. C'est vraiment un livre que j'ai voulu très énergique, très dansant, rhapsodique. Très drôle aussi. Je n'envisage pas d'écrire des livres qui ne soient pas drôles. Enfin, c'est pas du tout dans mon programme. J'aime l'humour et donc oui, un livre drôle aussi et en même temps qui essaye de si vous voulez, mon but, à la fois modeste et immodeste, était de m'inscrire dans ce qu'on peut appeler, ce que moi j'appelle la littérature critique. C'est un certain nombre d'ouvrages, ils sont peu nombreux, mais ils existent dans l'histoire de la littérature, qu'on peut ranger sous cette bannière de littérature critique. Alors, pour moi, le plus fondamental de ces ouvrages, c'est Les Fleurs de Tarbes de Jean Paulhan, sur lesquels je parle beaucoup, qui est un livre qui a été publié en 1941. Je rappelle, donc Jean Paulhan, pour ceux qui ne savent pas, a été l'éminence grise des lettres françaises entre 1940 et 1960 à peu près. Il dirigeait la NRF et il participait complètement de la vie littéraire. Il est surtout connu pour ses livres de correspondance parce qu'il écrivait beaucoup de lettres. Toutes ses matinées étaient consacrées à cette correspondance. Il correspondait avec à la fois des écrivains, des peintres aussi, une très belle correspondance avec Jean-Luc Buffet, par exemple. Et donc, voilà, c'est un personnage très important qui a écrit, il avait un livre qui s'appelle Braque le patron sur Georges Braque, sur le peintre, qui avait fait différentes sortes d'ouvrages. Les Fleurs de Tarbes est un livre très étrange, qui comment dire, qui oppose ce qu'il appelle les rhétoriqueurs, les rhétoriciens avec les terroristes. C'est-à-dire ces deux fonctions du langage. Une fonction qui viserait à, disons, à considérer le signifié, dans le mot, plutôt le signifié,
et de l'autre côté, chez les théoristes, ça considérait plutôt le signifiant. Pour aller très très vite, parce que à cette époque-là, 1941, on ne parlait pas encore comme ça, c'est signifié, signifiant, c'est des choses qui vont arriver dans les années 60. Donc, il y a d'autres ouvrages, je pense à la littérature à l'estomac de Julien Gracq, qui pour moi fait partie de ce que j'appelle littérature critique. Et donc, c'est dans cette lignée-là que j'ai voulu inscrire mon ouvrage. C'est-à-dire que c'est pas un essai sur la critique littéraire, c'est un livre, un texte, dont le sujet est la critique littéraire, mais voilà, qui s'inscrit dans cette littérature critique qu'on pourrait définir comme ça. C'est une littérature dont le sujet même est la littérature, une sorte de méta-littérature. Voilà. Oui, bah ça c'est marrant parce qu'un ami cinéaste me disait que lorsque les cinéastes font des films, généralement c'est d'abord et avant tout des films sur le cinéma. C'est indirectement lié peut-être, mais c'est ça. Quand on fait un film sur le cinéma. Mais ce qui est assez incroyable, c'est que c'est aussi, alors pardonnez-moi d'avoir utilisé le mot essai, mais il y a aussi l'idée que dans ce livre, dans ce texte, on sent, enfin, vous vous permettez aussi de parler de vous, il y a des moments même où vous expliquez pourquoi il est impossible aujourd'hui, où il a eu un moment compliqué de lire tout, de lire des livres, beaucoup de livres, donc vous dites qu'en gros, parfois, je ne vais pas jusqu'au bout d'un livre, parce que c'est pas si évident que ça d'aller jusqu'au bout d'un livre, surtout quand le livre n'est pas très ami avec vous. En tout cas, c'est plus ou moins comme ça que vous l'expliquez, et je peux le comprendre aussi. Mais il y a plein de choses, c'est des remises en question énormément, et puis, en fait, là où je veux en venir, c'est qu'il y a en été, à l'été, j'avais entendu une émission sur France Culture où Godard avait été invité, et je crois que c'était Michel Halberstadt qui lui posait une question. Oui, et qui lui disait, exact, voilà, et qui lui disait, très belle émission d'ailleurs. C'était génial de terminer sur Godard. Je trouvais ça et juste, je m'attendais, je pense qu'on s'attendait pas à cela. Et puis bon, à un moment, on parle de la critique de cinéma et Godard dit en gros que oui, effectivement, dans les années 50-60, il y a eu quelques revues comme ça où on parlait de cinéma, tels que les positifs ou les cahiers, bon, c'est logique, mais qu'aujourd'hui, on donne son avis. Et je trouve cela juste, c'est Godard, donc il a toujours les mots, les mots justes là où il faut. Mais je trouve ça très intéressant qu'aujourd'hui, il le dit de manière très grossière, certes, mais aujourd'hui, on donne beaucoup son avis. Et j'avais lu ça quelque part aussi chez Jean-Baptiste Toré qui parlait de cela en disant que le mot avis a fait beaucoup de mal à la critique, dans la critique d'art en général, que ça peut être cinéma, littérature, tout ça. Et vous en parlez un peu de cela aussi dans ce texte, et je voulais commencer par cela. Qu'est-ce que vous en pensez qu'aujourd'hui, est-ce qu'effectivement on est plus dans l'avis que dans un exercice critique? Si vous voulez, ce que je crois, c'est que pour différentes raisons, la critique est de moins en moins acceptée dans l'espace public. Alors, c'est une question très, très complexe et surtout, d'une certaine manière, très contemporaine. Une des raisons, par exemple, très contemporaine d'un certain, reflux de l'idée de la critique, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, c'est très clair et ça parle à tout le monde, je pense, le polémiste, la figure du polémiste a remplacé, notamment sur les plateaux de télévision, par exemple, vous ne voyez plus un seul critique, il n'y a plus d'émissions critiques à la télévision, le polémiste a remplacé le critique. Et la polémique et la critique, ça n'a strictement rien à voir. D'autre part, en ce qui concerne donc donner son avis, ce n'est pas la fonction de la critique. La fonction de la critique, c'est très simple, c'est la critique, pour la critique littéraire, c'est l'écriture d'une lecture. Et ça vaut aussi pour la critique de cinéma. La grande différence, si vous voulez, entre la critique de cinéma et la critique littéraire, c'est que le critique de cinéma parle d'images avec des mots, alors que le critique littéraire parle des mots avec des mots. C'est-à-dire qu'il utilise le même médium, le langage, alors que la critique musicale parle des notes avec des mots, que la critique picturale parle des couleurs avec des mots. Voilà, le problème de la critique littéraire, c'est qu'elle parle des mots avec des mots. Donc c'est ça qui la rend un peu plus
délicate, on va dire, je trouve, par rapport, pour avoir, moi, vous savez, j'ai commencé comme critique de rock, donc j'ai beaucoup écrit sur la musique, je sais ce que c'est que écrire sur la musique, voilà, et la difficulté de rendre compte d'un son avec simplement des mots. J'ai écrit un tout petit peu sur le cinéma, mais ça n'a jamais été important chez moi. Parfois, on m'a demandé d'écrire sur des films, à Libération notamment. Je me souviens, j'ai écrit sur Batman, celui de Tim. Le deuxième. Oui, le deuxième, oui. Magnifique. De Tim Burton, voilà, pardon. Grand film par excellence. Je suis très heureux d'écrire dessus. Enfin, ça m'est arrivé très rarement. Donc, voilà. Donc, si vous voulez, l'objet de la critique, c'est pas de donner son opinion, loin de là, c'est de raconter l'écriture d'une lecture, voilà, l'aventure d'une lecture. Qu'est-ce que vous avez éprouvé en lisant un livre? Que s'est-il passé? Sachant que, quand même, vous êtes un peu au courant d'une histoire, d'une historicité de la littérature. C'est-à-dire que vous pouvez inscrire cela dans un panorama général de la littérature. D'autre part, donc ça c'est le premier point. Et donc il s'agit aussi de distinguer des objets les uns des autres. C'est de faire des distinctions. Vous savez, j'avais déjà dit cette phrase à propos de Serge Danet, mais que j'aime beaucoup parce que on comprend tout de suite cette notion de distinction. Serge Danet disait, il m'avait dit ça d'ailleurs dans une interview que j'avais faite avec lui pour les Inrecuptibles. Mon travail, c'est un peu comme celui du facteur. C'est-à-dire que je distribue les films. Je dis celui-là, ce film-là, bah, c'est plutôt pour ma mère. Bah, celui-là, c'est plutôt pour mon cousin, pour mon voisin, etc., etc. Ça, c'est de la distinction. Il y a des livres qui sont écrits. Alors, je parle beaucoup de Thibaudet, Albert Thibaudet, on a un peu oublié, même si Antoine Compagnon, ancien prof du Collège de France, grand spécialiste de la littérature, fait beaucoup pour réanimer cette figure de Thibaudet. Thibaudet a écrit le grand livre sur la critique qui s'appelle Physiologie de la critique. C'est des conférences au départ qu'il a données au tout début des années 20 au Théâtre du Vieux Colombier, donc où il explique voilà, ce qu'est la critique. Et c'est intéressant, si vous voulez, parce qu'il utilise ce mot de physiologie, c'est-à-dire qu'il voit la critique comme un organe qui fait fonctionner la littérature, hein, comme voilà, un organe vital du fait littéraire. Sans la critique, il ne peut pas y avoir de littérature. C'est d'ailleurs tout le monde veut se débarrasser du critique, mais personne ne comprend que sans la critique, les choses ne peuvent pas exister en réalité. Aucun art ne peut exister sans sa critique. Elle est là, elle l'accompagne. Il y a un côté, si vous voulez, Don Quichotte et Sancho Panza. Sancho Panza étant, si vous voulez, le ou la critique qui accompagne son maître, hein, la littérature, le cinéma, la musique, etc. Il est là, le critique, il accompagne son maître et, comment dire, il discute avec lui, exactement comme Sancho Panza discute avec Don Quichotte et Sganarelle, voilà, avec Don Juan. Vous voulez, c'est ce couple-là. Oui, mais il y a un des deux qui meurt aussi. Ce serait lequel? Oui, vraiment. Non, mais de toute façon, après, vous voulez, quand vous disiez tout à l'heure, le cinéma parle du cinéma. C'est vrai, mais c'est souvent un moment, ça peut arriver jusqu'à un moment de forclusion qui fait que les formes sont exténuées à force de parler d'elles-mêmes, hein, d'être dans une méta-interprétation. Soudainement, il y a une forme d'épuisement. Les formes artistiques ne sont pas éternelles. Pour moi, si vous voulez, puisque j'ai longtemps été critique de rock, je considère que le rock est mort. Ça ne veut pas dire que des gens ne jouent pas encore du rock, ça veut dire qu'en tant que forme, il est arrivé à la fin de l'histoire, comme le jazz est arrivé à la fin de son histoire il y a
évidemment avant même le rock, ou bien ce qu'on appelle la musique classique, si vous voulez. Ce sont des formes qui, historiquement, ça y est, sont mortes. Et donc, nous pouvons les visiter, même les revisiter, parce qu'évidemment, là, on joue toujours dans des salles, Beethoven, Mozart, enfin, la musique classique, évidemment, se joue, mais dans une espèce de revisitation qui a toujours quelque chose d'un peu muséal. Donc, les formes artistiques, elles arrivent toujours à une fin. On parle toujours de la mort du cinéma, c'est un thème, et on parlait de Godard, Dieu sait si cette idée de la mort du cinéma, elle a toujours été présente dans son discours. Donc, mais voilà, il y a cette fonction critique et elle est inséparable. Je veux dire, encore une fois, c'est parce que dans l'esprit du public, on ne comprend pas cette fonction critique. Permettez-moi une digression et pardonnez, je vais être un petit peu provocateur quand vous parlez que les formes concernant le rock, et il y a quelque chose de mort là-dedans, mais est-ce que ce ne serait pas peut-être que votre histoire qui est liée donc au rock est suffisamment remplie que peut-être vous avez atteint les limites et donc elle est morte? Est-ce qu'il y a un peu de cela aussi? Non, je ne crois pas. Enfin, évidemment, vous le dites à mon propos, mais c'est encore plus clair peut-être à propos de Godard, c'est-à-dire qu'il confond sa personne et le 7e art. Mais je ne crois pas en l'occurrence. Quand je dis que le rock est mort, c'est parce que tout simplement, il a été remplacé par des formes qu'on appelle aujourd'hui musique urbaine pour aller vite, qui vont du rap à l'électro. Voilà, ça couvre un immense territoire qui, pour le coup, moi, je suis à peine spécialiste de ça. Je peux écouter Kanye West, mais pour le coup, je n'ai pas de discours critique. Je peux trouver ça bien, je peux avoir une opinion sur le nouveau disque de Kanye West, mais je ne me lancerai pas dans un exercice critique à propos de cet artiste, parce que, précisément, moi, j'étais critique de rock et je ne suis pas critique de musique urbaine, quel que soit le sens qu'on donne à ce terme. Donc, non, des formes arrivent à leur état d'épuisement, et c'est Isidore Isou, je ne sais pas, le pape du lettrisme, a beaucoup écrit là-dessus, hein, sur la dégénérescence d'une forme esthétique, avec les arts discrépants, etc. Il a beaucoup travaillé ces questions-là d'une manière, en fait, on a oublié parce que plus personne ne lit Isidore Isou, mais c'est très intéressant ce qu'il raconte sur ces processus d'épuisement d'une forme. Et je crois, et je veux dire, moi dire que le rock est mort, c'est pas dire je suis mort, ni vous voyez, et je n'en fais pas toute une affaire, hein, par ailleurs. Mais il me semble que quand j'ai écouté, c'était donc il y a en fait les 30 ans de Nevermind de Nirvana, j'avais déjà à ce moment-là le sentiment d'écouter le dernier disque de rock qu'il y aurait, et je pense que c'est exactement ça. Ouais, je comprends ce que vous voulez dire, je comprends parfaitement. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport au livre, et malheureusement je pourrais pas, mais bon, on va essayer quand même. Il y a certains aspects que j'aurais voulu discuter avec vous. Par exemple, page 30. Alors, c'est un peu long, mais c'est important de bien contextualiser. Je refuse de prendre une phrase comme ça et de vous dire alors qu'est-ce que vous en pensez. Ça sert à rien. On est d'accord. Donc, vous dites, page 30, du fait que la critique doit être rémunérée, même chichement, mais redevenons l'ordre mendiant de la littérature, qu'au fond, nous avons toujours été en dépit de quelques fastes décennies. En 1840, Balzac se plaignait déjà que le salaire d'un critique fût réduit, entre parenthèses, à la solde d'un sous-lieutenant de zouave. Il appert que les blogueurs ne sont pas des critiques. Il est assez constant du reste qu'ils affirment leur mépris pour cette, entre parenthèses, eunuque bavard exerçant la noble profession de critique, comme l'affirme l'un d'entre eux, Juan Asensio, en poussant toujours plus loin la fameuse métaphore de l'impuissance. Or, dans le déjà vieil océan d'Internet, ça c'est vrai, je suis d'accord avec vous, les blogueurs sont comme des Robinson Crusoe qui soliloquent dans l'attente de l'oreille compatissante d'un quelconque vendredi.
Leur écriture masturbatoire finit par être pénible à regarder, leur liberté sans le renfermer, c'est-à-dire la solitude. N'étant limitée ni dans l'espace ni dans le temps, la plupart s'épanchent, radotent et ratiocinent. Très vite d'ailleurs, la majorité d'entre eux dénigrent et délaissent l'actualité littéraire sur laquelle ils n'ont aucune prise pour se faire guide touristique des grandes œuvres du passé, les châteaux de la Loire de la littérature. Le plus souvent pour en arriver à des conclusions défuntes telles que, entre parenthèses, le temps des livres est passé, au même titre que celui des châteaux. Plus écrivain taré qu'écrivain raté, le blogueur estime que la gratuité de son geste est en soi l'expression d'une richesse. Sa verve non castrée lui permet d'exprimer des bêtises qui cloueraient n'importe quel critique ayant pignon sur rue au pilori. Et vous prenez un extrait de Juan Asensio, Le temps des livres est passé, page 319, où il écrit, les femmes, surtout quand elles se piquent de littérature, ne sont-elles point infiniment étranges et même très souvent aussi touchantes que peu réfléchies dans la manifestation passionnée de leur goût. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce texte, dans cet extrait. Moi, quand vous parlez des blogueurs, automatiquement, irrémédiablement, je ne peux pas ne pas penser à ce qui se passe sur YouTube. Parce que c'est exactement la même chose. J'ai l'impression que on remplace blogueur par youtubeur, c'est exactement la même chose. D'ailleurs, j'ai un ami qui me disait, c'est très drôle quand ils sont face cam, parce qu'ils pensent parler aux gens, mais finalement, ils ne parlent qu'à eux-mêmes. Et je trouvais ça assez intéressant, cette espèce de miroir déformant. Mais là où je veux revenir, c'est qu'il y a plusieurs choses. Déjà, premièrement, vous parlez surtout, ça c'est très important, le fait que ils ne sont pas limités ni dans l'espace ni dans le temps. Et ça, je trouve que c'est assez important parce que je vous écoute au Masque et la Plume littéraire, et je me demandais, alors ça c'est un des aspects de ce que je viens de dire, après on va parler d'autres choses, mais je me demandais, est-ce que vous trouvez que vous avez suffisamment de temps pour pouvoir parler de cette aventure que vous avez eue avec un livre? Alors, il y a plusieurs... tout dépend des supports. Là, vous parlez du Masque et la Plume. Alors, évidemment, il m'arrive quand même d'écrire des articles. J'ai écrit dans Transfuge. Oui, ça, c'est ce que à chaque fois, d'ailleurs, comment dire, moi, je suis journaliste. Ça fait 30 ans que j'écris dans les journaux. Je veux dire, j'ai dans ma tête, si on me dit 3 feuillets, si on me dit 10 feuillets, vous voyez, c'est pas la même construction, c'est pas les mêmes espaces, mais il y a toujours une clôture. C'est-à-dire, quand on vous dit 3 feuillets, si vous en faites 5, votre rédacteur en chef va vous dire, non, gars, je t'avais dit 3 feuillets, pas 5. Donc, et donc, ça suppose de penser ce qu'on a à dire en fonction du format qu'on vous a attribué. Encore une fois, là, je suis en train de faire un article de 15 000 signes. Ce n'est pas la même chose qu'un article de 3 000 signes sur un livre. Donc, voilà. Dès que vous n'avez pas la contrainte, si vous voulez, de l'espace et du temps, évidemment, j'allais dire, pour utiliser cette expression triviale, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Donc, voilà, c'est la première chose. Au Masque et la Plume, donc c'est là, si vous voulez, on a 50 minutes, on est 5, ça fait 10 minutes de parole et on parle de 5 livres, donc ça fait 2 minutes de parole sur chaque livre, de manière mathématique, c'est comme ça. Ce que j'explique dans le livre, c'est que la critique a un vrai problème qui fait qu'elle est mal comprise en général, c'est qu'elle utilise la même forme que la publicité et que la propagande, qui est le slogan. Et là, je me réfère à un texte de Walter Benjamin, qui d'ailleurs ouvrait, que j'ai découvert, très honnêtement, je l'ai découvert en lisant ce numéro des Cahiers du cinéma, consacré à la critique, par lequel l'équipe précédente à l'actuelle équipe a clos son aventure avec les Cahiers du cinéma. J'ai adoré ce numéro, je trouve que le travail qu'ils ont fait, et je me suis beaucoup inspiré d'eux lorsqu'ils parlent de Facebook notamment, en disant que même lorsqu'un critique fait une critique sur Facebook, ce n'est pas un travail de critique, ça reste son avatar, comme ils disent, qui s'exprime. Et donc, ce n'est pas et je suis tout à fait d'accord avec ça. Je vois beaucoup de gens écrire des critiques de livres, de films, de disques sur Facebook, notamment.
Mais, encore une fois, ce n'est pas ça de la critique. Donc, il y a le fait d'utiliser la forme courte. Si vous voulez, le slogan, c'est le matériau formel de la critique, comme le dit Walter Benjamin. Il se trouve que c'est le même que celui de la publicité et le même que celui de la propagande, mais qu'il s'agit, alors encore une fois, d'une affaire de distinction. Mais la brièveté, si vous voulez, pour conclure sur ce point, la brièveté, à mon avis, n'est pas un problème. On peut faire. Moi, je faisais une colonne sur le rock dans Libération. Là, je parle vraiment de mon activité. Donc, une colonne, c'était un espace relativement court dans lequel je l'habitais comme je voulais, je l'aménageais. Si je voulais utiliser ma colonne pour ne parler que d'un seul disque, c'était possible. Mais en réalité, je pouvais faire, par exemple, 3 lignes sur un disque. J'avais écrit dans le disque, quand on marche dessus du pied gauche, ça porte bonheur. Donc, si vous voulez, voilà, tout est possible. Et je crois que le travail précisément d'écriture commence là, quand il s'agit de penser à l'espace et au temps. Ce qui fait que le blogueur, n'ayant pas à y penser, ou le youtubeur, n'ayant pas à y penser, soudainement, comment dire, part à la dérive. Alors, oui, alors je rebondis sur l'idée, parce que c'est vrai que page 53, vous dites Walter Benjamin fait en sorte que la critique se différencie, se distingue en 2 points. Premièrement, de la propagande qui forge des slogans en trahissant les idées, et deuxièmement, de la publicité, cette critique insuffisante, comme l'écrit Benjamin, avec un sens merveilleux qui lui ressemble tellement de l'euphémisme. Et la publicité vante en effet quelques idées pas chères au profit de la mode, ce fouet tournoyant du marché qui s'abat rythmiquement sous le dos des consommateurs et qui n'aura cessé d'intéresser les beaux esprits de la critique française, de Mallarmé à Baudrillard, de Roland Barthes à Oli Guézam. Donc il y a effectivement un peu de cela. Mais je vous posais cette question par rapport à l'invention littéraire parce que j'avais discuté de cela avec Bégodeau la première fois que je l'avais invité, et il m'avait dit effectivement qu'il y a eu un moment quand lui par contre c'était à la télévision, et que même si vous aussi vous faisiez de la critique littéraire à la télévision sur Paris Première en l'occurrence, mais lui quand il était dans l'émission, je crois, Le Cercle, et à un moment ça le pesait de ne pas avoir le temps nécessaire pour pouvoir en parler, et puis surtout pour qu'il y ait un dialogue. Et c'est pour ça que je me suis permis de vous poser cette question par rapport à la notion de temps. Oui, alors, si vous voulez, Le Masque et la Plume, pour moi, donc, qui est un peu l'alma mater de toutes ces émissions critiques. C'est, vous savez, la plus vieille émission radiophonique, non seulement de France, mais d'Europe, puisqu'elle va bientôt avoir 70 ans. Pour moi, elle est totalement exemplaire. Elle est exemplaire d'abord de ce qu'il y a de démocratique dans la critique. C'est-à-dire que la critique, ce n'est pas l'expression d'un critique, c'est l'expression c'est un intellectuel collectif, la critique, et donc ça suppose que plusieurs personnes donnent leur avis et que ces avis se confrontent les uns aux autres. C'est ça vraiment l'idée de la critique, même si chacun est dans son journal, et il n'empêche qu'on se lit tous entre nous. Enfin, voilà, c'est l'idée, et ça c'est l'idée depuis toujours, et que ces journaux ont chacun une couleur politique, et que ces couleurs politiques renvoient aussi à des couleurs esthétiques. Je veux dire, les écrivains aimés par le Figaro, prenons aujourd'hui par exemple Sylvain Tesson, voilà, un écrivain que le Figaro adore. Je n'ai pas vu d'article dithyrambique sur Sylvain Tesson dans Libération, qui préfère d'autres écrivains, parce que Sylvain Tesson a une idée du style très conservatrice, et d'ailleurs son propos est en soi conservateur, son rapport à la terre, etc. Donc vous voyez, l'idée c'est que ce que j'appelle moi l'arc républicain, c'est-à-dire qui irait de l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant donc par voilà, tout ce qu'il y a entre ces deux extrêmes, s'exprime de manière esthétique
Sachant donc encore une fois qu'on ne peut pas totalement séparer l'esthétique de la politique. Et donc le masque et la plume fait ça. Donc il faut à la fois, comment dire, il faut qu'il y ait quelque chose de, évidemment, de conflictuel au sens où on n'est pas d'accord, hein, puisque on ne part pas des mêmes positions politiques et esthétiques. Donc nous ne sommes pas d'accord. Et d'autre part, ce désaccord se règle gentiment. Hein, ça finit pas en cassage de gueule, comme on n'est pas dans cette violence qu'on trouve aujourd'hui sur Twitter, par exemple, enfin, sur les réseaux sociaux, où tout le monde s'invective. Donc, là, il s'agit d'une discussion qui peut être parfois véhémente, mais qui n'est jamais violente. C'est ça aussi l'idée de la critique. Et encore une fois, Thibaudet a cette phrase, donc on est en 1922, c'est-à-dire il y a très exactement un siècle, il a cette phrase en disant « Bon, le critique, c'est bon, il devrait survivre. » Mais la critique, c'est-à-dire ce cœur, hein, au sens musical du terme, ce cœur collectif, c'est pas sûr qu'il demeure dans le siècle suivant, c'est-à-dire le nôtre, celui où nous sommes aujourd'hui. Donc, je crois, et d'ailleurs, je m'attarde beaucoup sur la détestation du masque et la plume. Hein. Il y a eu des propos très violents contre cette émission. Il y a toujours des propos très violents sur cette émission de la part de gens qui, par ailleurs, travaillent dans l'édition, voilà, qui sont des gens qui sont des spécialistes ils font partie de la chaîne du livre, voilà. Et qui pourtant ont des propos extrêmement violents contre le masque et la plume, donc j'essaye de leur répondre. L'important, si vous voulez, c'est que la littérature, et ça vaut tout pareillement pour le cinéma, reste dans l'espace social, c'est-à-dire reste l'objet d'abord d'une information, reste l'objet d'une critique, mais surtout ne devienne pas ce que l'écrivain anglais Martin Amis appelait un colifichet pour classe oisive. Hein. Je veux dire, quelque chose qui, finalement, n'intéresserait plus que la bourgeoisie qui n'a que ça à faire, tranquillement. Parce que se pose la question du temps. Ce que je vois, moi, si vous voulez, et ça aussi, j'examine cette question dans mon livre, c'est que j'observe deux choses. D'une part, un dénigrement total de la fonction critique. Ces critiques sont pourries, sont véreux, germanopratin, tout ce que vous voulez, toutes les insultes possibles au monde. Et puis, en même temps, de la part de ceux qui dénigrent la critique, la volonté d'en faire eux-mêmes. Je parle du libraire qui dit, voilà, je suis conseil, je conseille mes clients. Mais moi, par exemple, si vous voulez, mon travail, et ça aussi on ne comprend pas, ce n'est pas la prescription. Je ne suis pas là pour faire vendre des livres, je suis là pour en parler. Vous voyez, moi, vendre votre journal. C'est ce que vous dites. Oui, je pense que c'est. Alors, c'est très important. Ça, c'est très important ce que vous dites. Ouais. Oui. Ça, je dis, à partir du moment où la critique a cru dans les journaux, a cru qu'elle était là pour faire vendre des livres et non pas pour faire vendre le journal, elle a perdu la partie, en fait. La critique sert à faire vendre le journal. Moi, j'achetais Libé parce qu'il y avait Danet, parce qu'il y avait Bayon, parce qu'il y avait Gérard Lefort qui écrivait dedans. Je ne l'achetais pas en me disant qu'est-ce que je vais aller voir au cinéma. Ce n'était pas ça mon idée. Vous voyez ce que je veux dire? Je l'achetais parce qu'il y avait là des critiques qui s'exprimaient et qui me montraient comment on devient critique. Parce qu'on devient critique en lisant de la critique, en se frottant à la critique. C'est comme ça. Et moi, je voulais devenir critique, pour le coup. Truffaut a eu ce mot en disant « aucun adolescent ne veut devenir critique ». Et une phrase qui m'a beaucoup interloqué parce que, personnellement, j'étais adolescent et je voulais devenir critique. J'écoutais Le Masque et la Plume et je voulais en être déjà. Et je lisais Libération et je voulais travailler à Libération en tant que critique. Je ne voulais pas devenir Denis Robert et faire des enquêtes, par exemple. Vous voyez, ce n'était pas mon but dans la vie. Donc, voilà. Et donc, je vois aussi, donc il y a le libraire qui dit, mais moi, je suis un meilleur critique parce que je conseille mieux.
Hein, je connais mes clients, donc je sais ce qu'ils vont aimer. Mais le problème, c'est que, vous voyez, si vous donnez toujours les choses aux gens de ce qu'ils aiment, ils ne peuvent pas avancer, progresser, élargir leur horizon. L'autre personnage qui dit, oui, juste je termine là-dessus, l'autre personnage qui dit du mal du critique, c'est l'universitaire. Mais en même temps, je vois des universitaires qui se présentent eux-mêmes comme critiques littéraires ou qui ont fondé leur site sur Internet où ils font ce qu'ils appellent, eux, donc de la critique. Mais le problème, c'est le suivant. D'une part, moi, vous voyez, je suis critique, c'est un travail à plein temps. Je lis 20 livres par mois. Vous voyez, il faut trouver le temps. Ça veut dire que je lis au moins 4 ou 5 heures par jour. Donc, quelqu'un qui travaille, le libraire, bah, je suis désolé, ça m'étonnerait qu'il ait 4 ou 5 heures ou 6 heures à consacrer par jour à la lecture, parce qu'il faut qu'il s'occupe de sa boutique. L'universitaire, pareil, il faut bien qu'il donne ses cours, qu'il corrige les copies, etc., etc. Donc, ils sont finalement des critiques en dilettante. Mais ça, ce n'est pas possible. Un critique, c'est vraiment un métier. Et c'est pour ça qu'il doit être rémunéré, même chichement, ce que je dis là aussi dans mon livre. Parce que, pourquoi même chichement, et je connais plein de critiques par définition depuis plusieurs générations, j'en connais beaucoup, aucun d'entre eux n'est riche. Aucun critique de ma connaissance n'est riche. Mais il a fait une transaction dès le départ dans sa vie, le critique, c'est qu'il dit j'ai fait de ma passion un travail et ma passion, c'est de voir des films. Donc déjà, d'une certaine manière, je ne suis pas payé en nature, donc il faut bien après payer le loyer, payer la bouffe, etc. Mais quand même, du coup, vous n'avez plus à payer pour votre loisir. Vous avez transformé votre loisir en travail, avec d'ailleurs tout ce que ça comporte d'un point de vue mental. Hein, c'est-à-dire que c'est très bizarre finalement moi, les gens me disent qu'est-ce que tu me conseilles comme livre? Mais c'est pareil, je dis mais je ne sais pas, j'en ai lu plein, mais tous très différents. Et je veux dire, évidemment, je ne vais pas te conseiller un mauvais livre. Ils sont tous très différents et bien dans leur genre. Mais je ne te connais pas assez pour savoir quel est ton genre. Et je ne sais pas d'ailleurs si c'est intéressant que tu lises un livre dans ton genre. Pourquoi tu ne lirais pas un livre soudainement qui ne soit pas dans ton genre? Vous voyez ce que je veux dire? Mais encore une fois, ma fonction, ce n'est pas de conseiller. Ma fonction, c'est de faire en sorte que la parole sur la littérature soit dans l'espace public. On parle des livres. Non, mais je comprends parfaitement ce que vous dites. Vous avez parlé de beaucoup de choses par rapport au libraire. Je voulais en parler avec vous, mais vous en avez parlé déjà. Il y a un passage, page 89, qui est assez drôle, mais je laisse, parce que comme on n'a pratiquement plus de temps, mais je laisse en tout cas les lecteurs et lectrices découvrir ça. Vous parlez aussi, bien évidemment, de cette question qui se pose inlassablement et qui finit par même un peu irriter, voire même carrément énerver. C'est qu'est-ce qui se passe? Pourquoi entre parenthèses, on ne nous aime pas. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un souci depuis la nuit des temps? Et en plus de cela, un souci qu'il y a une méconnaissance extraordinaire finalement de la notion de critique. Et c'est ce qui rend encore plus pathétique la personne qui nous critique en quelque temps. Mais par contre, j'aimerais revenir sur quelque chose qui m'a, en parcourant le texte, j'ai été surpris un moment. Vous vous arrêtez sur quelque chose d'assez incroyable. C'est page 82. Et vous, en fait, vous parlez de Ratatouille, de chez Pixar. Et ça, je pense qu'il fallait... Ah, je suis obligé parce que c'est vraiment intéressant. Vous écrivez, on ne pouvait s'attendre de la part de Pixar à un grand discours anticritique. En fait, vous parlez du critique gastronomique dans Ratatouille qui s'appelle Anton Ego. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'au lieu de faire comme beaucoup de personnes, c'est vrai, qui ont dit, bon, bah voilà, quand même, Pixar sur ce coup-là n'est pas assez, comme d'habitude, si on a l'occasion de mettre un coup sur un critique, on va le faire. Mais là, vous dites autre chose. Vous dites, mais tandis que l'action du film se fige 2 minutes durant pour nous faire entendre l'intégralité de l'article publié par Anton Ego, on découvre au contraire une pensée fine et pondérée, bien au-delà du manichéisme courant. Alors, entre parenthèses, à bien des égards, la tâche du critique est aisée, commence par énoncer Ego. Nous ne risquons pas grand-chose et pourtant nous jouissons d'une position de supériorité par rapport à ceux qui se soumettent avec leur travail à notre jugement. Nous nous épanouissons dans la critique négative, plaisante à écrire et à lire.
Et là, vous dites, là, on croirait entendre François Samuelson. Mais la mère vérité qu'il nous faut bien regarder en face, continue Ego, c'est que dans le grand ordre des choses, le mais le plus médiocre a sans doute plus de valeur que notre critique qui le dénonce comme tel. Comme un écho ici à la fameuse déclaration de Sartre, face à un enfant qui meurt de faim, la nausée ne pèse rien. Et vous dites, mais après avoir été grave et fatigué, la voix du critique s'éclaircit soudain et frôle maintenant les rivages de la joie. Le critique dit, il est pourtant des circonstances où le critique prend un vrai risque, c'est lorsqu'il découvre et défend l'innovation. Le monde est souvent malveillant à l'encontre des nouveaux talents et de la création. Le nouveau a besoin d'amis. Voilà. Oui, et alors ça, ces dernières phases, parce que donc, j'adore ce moment du film. Moi, je ferai étudier ça dans toutes les écoles de France et de Navarre. Hein. Je pense que c'est un grand moment pédagogique. Ce discours que j'ai vraiment, voilà, je l'ai écouté plusieurs fois, je voulais le disséquer. C'est d'ailleurs assez extraordinaire la manière dont l'action se fiche, vraiment, se fiche pendant 2 minutes. C'est rare dans un film, hein, qu'on vous lise quelque chose. Alors, il y a des plans, mais c'est des plans de paysages, etc., sur Paris, pendant que Anton Ego lit, alors il se promène, il lit à voix haute. Ce personnage est formidable. Et donc, on voit la subtilité du discours qui évolue, qui passe, donc, je le dis, pas Sartre, hein, à un moment, bon, ben voilà, la nausée ne pèse rien devant un enfant qui meurt de faim. Ils ont repris cette idée. Et puis, la fin, le nouveau a besoin d'amis, qui est une phrase magnifique. Le nouveau a besoin C'est génial. C'est Baudelaire. Là, pour le coup, c'est l'introduction à quoi bon la critique de Baudelaire du salon de 1846. Ils ont repris l'idée. Donc, ce film, quand même, les scénaristes du film ont vraiment bossé leur truc. Et ce n'est pas un film contre la critique. Même si on dit qu'il a été inspiré, le personnage d'Anton Ego a été inspiré en partie par François Simon, le critique gastronomique, qui avait fait une critique massacrante du chef cuisinier Bernard Loiseau, du grand chef Bernard Loiseau, qui s'est suicidé peu après, mais il avait aussi, a-t-on appris, des problèmes financiers, hein, peut-être d'autres problèmes, on ne va pas mettre non. Enfin, les gens ont suggéré que ce François Simon, avec son article terrible, avait peut-être poussé Bernard Loiseau au désespoir. Mais c'est vraiment, vous pouvez dire ça à propos de Ratatouille, mais vraiment ce discours-là, il me semble parfait. Et ce qui est génial, c'est que ça vient de Pixar. C'est que Pixar dise, oui, la critique, le nouveau a besoin d'amis. Et j'ai été étonné parce que je crois que c'est Télérama, il faudrait vérifier, mais il y a eu un classement des 100 films les plus importants de l'histoire du cinéma, et je ne sais plus si c'est Télérama ou un autre support, avait mis Ratatouille dans ces 100 films, et que les gens criaient au scandale en disant, mais quand même, ils ont mis Ratatouille, c'est n'importe quoi. Mais personnellement, je les approuve. Dernière question, Arnaud Vivian. Alors, donc, je rappelle, hein, c'est Quantique de la critique et c'est édité chez La Fabrique. Enfin, La Fabrique, et que tout le monde connaît cette maison d'édition qui est assez importante et c'est très respectueuse. Dernière question qui est peut-être un peu basique, certes, mais moi, c'était celle, je pensais à cela en refermant le livre. Ça a encore de l'avenir, ce qu'on fait. La critique. Oui. Oui, bien sûr, ça a encore de l'avenir. Le problème, si vous voulez, globalement, c'est toujours pareil. Hein. C'est une vulgate de dire que nous avons 5 ans de retard par rapport aux États-Unis, mais je pense que c'est la vérité. Ce qui veut dire que la presse, qui a été relativement, enfin, c'est pas relativement, extrêmement perturbée par l'arrivée du numérique, est en train, finalement, ça y est, de reprendre ses marques. Et que je vois, par exemple, moi, si vous voulez, moi je viens de Libération et des Inrecuptibles, hein, sur les 2 journaux dans lesquels j'ai le plus longtemps travaillé, avec lesquels j'étais salarié, tout simplement. Hein, c'est cette notion-là de salariat qui est importante. Je vois par exemple la critique dans Libération, aujourd'hui, je la trouve relativement excellente. J'ai vu, parce que comme je suis un peu âgé, je vois des nouveaux critiques apparaître, qui sont excellents, qui sont, à mon avis, meilleurs que nous l'étions dans ma génération. Pourquoi ? Parce que il y a un progrès à chaque fois.
ils en savent plus que nous, dans la mesure où ils nous ont lus. Moi, je suis stupéfait de voir des critiques me citer des articles que j'ai pu écrire dans les Inrocks, qui connaissent quasiment par cœur. Mais du coup, vous voyez, ça entraîne du progrès. Je les trouve excellents. Je ne vais pas ici donner des bons points et des noms, mais franchement, je lis d'excellentes critiques. Donc, quelque chose n'est absolument pas perdu. Je pense que la France, en plus, est un grand pays de la critique. Mais oui, c'est vrai, c'est une invention française. Hein. C'est une invention française. Donc, nous sommes un grand pays de la critique. Il faut que nous le restions. Enfin, je ne vais pas parler non plus comme Éric Zemmour, mais enfin bon. Oh là là. Le point Goldwyn. Oui, non, mais vous voyez, je veux dire, on ne va pas tomber dans un nationalisme, genre la France. Mais, non, je pense que ce n'était pas perçu comme tel. Hein. C'était pas perçu comme tel. Je vois aux États-Unis aussi des articles critiques formidables. Moi, je lisais, je ne lis plus parce que mon abonnement a cessé malheureusement, mais je lisais Book Forum, qui était le supplément littéraire de Art Forum, qui s'occupe d'art, comme son nom l'indique. Book Forum, je lisais des articles mais de critiques formidables. Là, pour le coup, peut-être meilleurs que ceux qu'on lit actuellement en France sur la littérature. Mais non, je crois absolument, le problème, si vous voulez, c'est il ne faut absolument pas qu'on tombe dans la gratuité de l'acte critique. Très important, encore une fois, il faut que ça soit rémunéré, même chichement. C'est comme la psychanalyse, si vous voulez. La critique, c'est que si vous n'êtes pas payé, si vous ne payez pas votre psy, c'est pas la peine de faire une psychanalyse. Pas la peine de faire une analyse, ça marche aussi dans ce transfert financier. Donc il faut qu'il y ait quand même, voilà, que les critiques soient chichement rémunérées, mais rémunérées. Ça, c'est très important parce que sinon, là, on tombe encore une fois sur le blog, le YouTube, tout ce nous avons parlé. Mais non, bien sûr, il y a de l'avenir. Et encore une fois, aucun art ne peut exister sans sa critique. C'est ça que les artistes doivent comprendre eux-mêmes. Je voulais juste rebondir sur quelque chose de très très personnel, mais parce que vous l'aviez évoqué, c'était par rapport au fait que moi je pense que chaque génération a son lot comme ça de critiques, et puis quand on passe à autre chose, on se dit bon bah c'est un peu mort. Moi je me souviens, et c'est pas parce que vous aviez travaillé pour les Inrocks Publics, mais je sais que on était comme ça une bande de copains, et entre 94, 95 jusqu'à peut-être 99, 2000, bon bah il fallait qu'on achète les Inrocks parce que effectivement il y avait vous, il y avait Bono, il y avait Février, il y avait Beauvalet, et c'était très important pour nous de vous lire, de ne pas être d'accord avec vous, d'avoir envie même parfois de vous casser la gueule. Mais ça c'est bien, je trouve, c'est très important aussi. Et c'est vrai que moi depuis temps en temps, je n'achète plus les Inrocks parce que c'est pas pour savoir ce que pensent, c'est surtout parce qu'il n'y a plus les signatures. Mais je crois que il y a des générations, j'en suis persuadé, donc je suis d'accord avec vous, ça a encore de l'avenir. Ça a été un très grand vivier, encore une fois. De critiques, des gens comme Philippe Azouri, etc. Ah oui, Azouri, j'ai oublié. Voilà, franchement, des belles plumes. L'idée, c'est quand même, si vous voulez, c'est que c'est dans l'acte d'écrire aussi. C'est que être critique, c'est savoir écrire. C'est être écrivain de critique. On ne peut pas mal écrire et être un bon critique. C'est impossible. Oui, après, j'ai pas envie de faire un numéro spécial Inrocks, mais il faut savoir aussi une chose qui est très importante, c'est que en vous lisant, on avait cette impression qu'on pouvait en discuter avec vous autour d'un café parce qu'il y avait un style, enfin, on avait l'impression que c'était nous. Et ça, je crois que c'est très important. C'est chaque décennie, chaque génération a cela. Et quand on vous lisait, on se disait, tiens, c'est vraiment différent dans ce qu'on pouvait lire, parce qu'on faisait des études de cinéma, donc on lisait un peu les critiques comme Sadoul, comme ces gens-là, qui sont importants, bon, quoique, mais c'est autre chose. Mais là, on se dit, tiens, ce journal nous parle. Enfin, il nous parle réellement, c'est qu'on peut avoir une conversation tranquillement. Puis il y avait l'idée du rock aussi qui était importante. Je pense que ça aussi, ça a fait beaucoup. Voilà. Allez, je referme cette parenthèse. Merci beaucoup. Je répète, Cantique de la critique, c'est édité chez La Fabrique, et vous trouverez dans le descriptif de cette vidéo le lien qui renvoie à ce bouquin important, et puis procurez-le-vous. Merci beaucoup Arnaud Vivian en tout cas d'avoir pendant 55 minutes écouté mes questions un peu particulières. Merci. Agréable journée. Merci beaucoup.
That's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle.